Salut les amis et bienvenue dans votre club foot hebdomadaire de la Ligue 2 au championnat amateur. Figurez-vous qu'on a du nouveau chaque semaine et ce, même si les saisons sont terminées, vous le savez. Pourquoi du nouveau? Parce que la situation du Stade Malherbe de Caen en Ligue 2 est toujours en pointillé du côté du foot amateur. Et on ira avec des acteurs de ce foot amateur voir si les joueurs ont véritablement changé dans leurs demandes. Et enfin, la Ligue de Normandie a tranché. C'était hier soir au terme d'un comité directeur assez mouvementé, il faut bien le dire. Il n'y aura que 13 équipes par groupe. Et pour parler de tout ça, eh bien évidemment, on a sorti l'artillerie lourde avec notre coach qui est là aujourd'hui, Johan Gallon. Salut Johan. Salut à tous. Salut à toi, Jérôme Bouchacourt du foot amateur. Beaucoup de sujets aussi pour toi aujourd'hui. Ouais, salut à tous, ça va être sympa. Et salut à toi Mathieu Billot, fidèle de cette émission également, pour parler. Alors toi tu es assez omniscient Mathieu finalement. Entre le foot pro et le foot amateur, tu es un peu partout avec Foot Normand. Salut. Salut Sylvain, salut à tous. Messieurs, on va commencer tout de suite avec notre partie Ligue 2 et foot professionnel. Alors, on est toujours aussi tranquille du côté du Havre. On prépare tranquillement le mercato. Visiblement, la filière turque de Paul Le Guen va encore œuvrer. On y reviendra la semaine prochaine dans les grandes largeurs avec les camarades du Courrier Cauchois qui seront en notre compagnie. Mais pour l'heure, on s'intéresse évidemment au Stade Malherbe de Caen. Et je commence avec vous, Mathieu Billot. Le Stade Malherbe de Caen, ça y est, l'heure approche. Le dépôt des comptes à la DNCG, c'est pour lundi 8 juin. On n'est pas loin de connaître la suite des événements réels, du coup. On n'est pas loin, moi j'ai pas la réponse à titre personnel. Ça peut par la force de la remise du dossier, en tout cas, on n'est pas loin, par la date. Je pense que ça peut encore quand même durer quelques semaines. Ça peut encore durer quelques semaines. Hein. C'est vrai que le dépôt de certains éléments, c'est pour lundi. Le passage en lui-même est que pour la fin du mois. Ça peut encore prendre un petit peu de temps. C'est vrai que peut-être que la semaine prochaine, on en saura un petit peu plus. Bon, après, il n'y a pas 36 issues possibles. Hein. Grosso modo, il y en a deux. C'est le plan de reprise fonctionne ou le plan de reprise ne fonctionne pas. Donc, il n'y a pas 36 issues possibles. Alors, dans la structuration de ce passage à la direction nationale du contrôle de gestion, il y a d'abord la validation du budget de cette saison qui vient de s'écouler, puis ensuite l'étude du prochain budget, ce que l'on appelle le budget prévisionnel. Est-ce que vous pourriez expliquer, Mathieu, aux auditeurs et aux téléspectateurs, la différence entre ces deux éléments-là? La différence, c'est qu'on fait là pour cette saison, on fait le point entre guillemets entre les rentrées, les dépenses qui ont été effectives du coup. Donc on voit si on a respecté son budget prévisionnel annoncé, si on a fait des bénéfices ou si on a fait un déficit. En cas de déficit, forcément, il faut présenter des documents pour pouvoir le combler. Donc soit les aujourd'hui, petite parenthèse, le déficit est à peu près estimé sur les dernières saisons en termes de structure en elle-même entre 10 et 13 millions d'euros. On est à peu près dans ces ordres-là. Oui, alors ça, c'est le déficit avant transfert. Voilà, avant transfert. Avant mouvement. Donc, qui devrait être moindre une fois que des opérations de transfert auront lieu, sachant que le Stade Malherbe doit percevoir des sommes sur des transferts antérieurs. Parce que quand vous transférez un joueur, vous ne prenez pas la somme en une seule fois. C'est par tranche, hein, ça fonctionne pour tous les clubs pareil. Donc voilà, donc il y aura un déficit après transfert qui pourrait être entre 4 et 6 millions d'euros. Donc qui est déjà très important pour un club de Ligue 2, qu'il faudra déjà pouvoir combler. Donc soit par de l'apport d'actionnariat, soit par des fonds propres. S'il y en a. On est plutôt dans la voie des fonds propres aujourd'hui en ce qui concerne le budget 2019-2020. On est plutôt parce que les fonds propres seraient suffisamment hauts pour pouvoir combler le budget de cette saison. Le véritable problème du Stade Malherbe, c'est sur la présentation du budget de la saison prochaine, entre la ligne de recettes et la ligne de dépenses. La ligne de dépenses étant beaucoup plus élevée que la possible ligne de recettes. Et là, du coup, il n'y aura pas assez de fonds propres parce que forcément, les fonds propres, il faut les alimenter pour qu'ils puissent exister. Donc, c'est dans cette optique-là que le Stade Malherbe réfléchit à un nouveau modèle d'actionnariat et à l'apport en fait, d'investisseurs. Des investisseurs que l'on attend toujours, évidemment. On a quand même l'impression que, alors autant ça a été extrêmement nerveux dans le début d'année 2020 entre les actionnaires, autant là, on semble avoir quand même une voie de tracé. Alors, sérénité ou apaisement de façade ou réel,
impossible à déterminer aujourd'hui. Mais en tout cas, on est plus dans le travail sur l'avenir et plutôt dans la sérénité aujourd'hui, en tout cas. Même si les fonds, on le rappelle, ne sont pas arrivés, en tout cas de manière officielle. En tout cas, les actionnaires se sont visiblement mis d'accord sur une ligne de conduite et sur un point de vue qui est donc visiblement de soutenir le projet de reprise qui pourrait être présenté par Pierre-Antoine Capton, qui fait partie déjà des actionnaires. Maintenant, ils n'ont pas non plus 36 solutions à leur disposition. Quand vous êtes confronté à cette situation-là, il faut trouver des solutions. Donc, sauf si les actionnaires aujourd'hui peuvent chacun mettre au pot. Alors, encore faut-il le pouvoir et le vouloir dans le contexte actuel et la période qu'on a connue. C'est bien qu'une personne présente un projet comme ça. Après, on en est. Exactement. Là-dessus, on en est évidemment à ce stade-là. Essentiel, la masse salariale. On parlait de budget tout à l'heure. Le budget pour la prochaine saison du Stade Malherbe de Caen devrait s'établir, selon toute vraisemblance, entre 11 et 13 millions d'euros, soit une chute de 5 à 6 millions d'euros par rapport au budget de cette saison. Ça veut dire qu'il faut impérativement, et vous l'avez stipulé tout à l'heure, Mathieu, baisser drastiquement les dépenses, puisque aujourd'hui, avec le groupe qui va se présenter, Caen doit 30 millions d'euros de charges de fonctionnement dans son ensemble, et c'est évidemment impossible à tenir. Aujourd'hui, Mathieu, vous avez fait le compte, et tout le monde a repris ce compte, évidemment, que vous avez mis du temps à produire d'ailleurs. 36 joueurs seront sous contrat le 1er juillet au Stade Malherbe de Caen. Personnellement, en 20 ans de Stade Malherbe de Caen, professionnellement parlant, j'ai jamais vu ça. Ouais, alors après, dans les 36 joueurs, je pense qu'on peut distinguer plusieurs catégories. La première, c'est, on va appeler ça les néo-pros, ceux qui ont signé un premier contrat pro à l'instant ou que leur enchaînement. Bon, je ne connais pas leur niveau de rémunération, mais je ne pense pas que c'est les joueurs qui coûtent le plus cher au Stade Malherbe. Après, il y a des joueurs plus expérimentés qui font office de cadre, qui ont des contrats forcément plus importants. Il y a aussi les derniers contrats avec les joueurs qui étaient à l'époque Ligue 1, donc forcément qui ont des niveaux de rémunération plus importantes. C'est eux qui, aujourd'hui, sont lourds à porter pour le Stade Malherbe. Donc c'est plus vers ces joueurs-là qu'il faut tenter de se séparer. Après, vouloir, c'est une chose. Pouvoir, c'en est une autre, parce que la réduction de l'effectif du Stade Malherbe, c'est quelque chose qu'on entend depuis 5-6 ans, on entend ça. On n'a jamais vu autant de joueurs sous contrat à Malherbe. Et là, je me tourne évidemment vers le coach, un spécialiste du mercato, coach Gallon. 36 joueurs dans un groupe déjà. Alors, vous allez me donner votre avis de technicien, c'est juste impossible à gérer. Et deuxièmement, dans un mercato, on doit se délester de 10 joueurs pour diminuer la masse salariale. Mathieu vient de le dire, plutôt des joueurs à gros potentiel de salaire. Comment on fait ? Comment on fait déjà dans les 36 joueurs? Les 36 joueurs ne s'entraînent pas avec le groupe professionnel. Il y a dans les professionnels, on prend un Johan Le Penant qui a 17 ans. Donc, il y a aussi des paris sur l'avenir. Par contre, je pense qu'ils ont fait signer aussi à un moment donné des contrats professionnels à des joueurs où ils avaient des doutes, mais ils ont quand même fait signer des contrats. Et aujourd'hui, c'est des joueurs qui ne veulent plus ou qui vont partir. Donc, c'est sûrement un investissement. Pour moi, c'est pas des bons investissements. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir dégraisser. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre ses meilleurs joueurs. Quelles sont les meilleures valeurs marchandes du groupe professionnel aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a pas 50 joueurs. Je pense que c'est Deminguet qui a la plus grosse cote aujourd'hui. Je pense que Onyangé est un très gros salaire et Onyangé, je pense, ne sera plus au Stade Malherbe l'année prochaine. Voilà, on est à un tournant très important dans la vie du club. Je pense qu'il va falloir faire les bons choix. Mais si déjà, à la tête du club, il y a plus de sérénité et qu'on peut travailler différemment, je pense que ça aura une incidence sur le reste du club. Mais quand à la tête du club, vous vous mangez la tête toutes les semaines et qu'il s'est passé tant de choses, parce que je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, ce qui s'est passé depuis 2 ans, c'est qu'il y avait de l'argent au club, donc on n'était pas inquiet, donc ça a été une guéguerre de pouvoir. Maintenant, là, on se dit, attention, là, tout le monde est obligé de marcher ensemble parce que là, c'est un problème financier. Donc, tout le temps, c'est toujours le même problème. Dès qu'on attaque le financier, là, il va y avoir de la réaction. Alors, j'espère pour de bon qu'il va y avoir une réaction positive
et que le Stade Malherbe va se mettre en ordre de marche et qu'on va trouver de la stabilité parce que ce club mérite de la stabilité et qu'on va travailler différemment. Mais il y a un travail j'espère qu'il va commencer rapidement parce que ça va être long. Ça va être long, le mercato n'a pas encore commencé et j'espère que le Stade Malherbe va arriver à trouver une ligne conductrice qui va lui permettre de pouvoir prétendre à construire un nouveau projet parce qu'on est à la croisée des chemins, quand inconnu de certaines choses, et aujourd'hui pour moi, il faut instaurer un nouveau projet au Stade Malherbe qui va permettre de relancer le club sur plusieurs années. Coach Gallon, vous me tordez la perche très facilement. On est aujourd'hui très clairement dans la troisième crise existentielle et structurelle du club. La première, elle était en 91. Alors là, le déficit était abyssal. C'était Guy Chambily qui était revenu pour aider et mettre avec des entrepreneurs locaux de l'argent pour sauver ce club, avec également les collectivités locales. Aujourd'hui, ce n'est même plus la peine de penser aux collectivités locales. Ça ne se fait plus. En 98, de 98 à 2001-2002, il y a eu également, pendant ces années, beaucoup de troubles à la gouvernance du club. Vous y étiez, vous, coach Gallon, en tant que joueur à cette époque. Ça fait quoi à un joueur quand la gouvernance est en train de tanguer ? Et nous, on n'avait pas non plus tout ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y avait pas cette guéguerre interne, il n'y avait pas tous ces problèmes. Le club des 10, enfin les actionnaires de l'époque, venaient voir les joueurs, nous rassurer de la situation. En fait, nous, en tant que joueurs, on n'était pas inquiets. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, puis je pense qu'à mon époque et aujourd'hui, au niveau médiatique, ça a pris des proportions multipliées par 10. Donc ça, forcément, que ça crée aussi quelque chose de très sensible et que je pense qu'aujourd'hui, trop de personnes sont au courant de ce qui se passe au Stade Malherbe. À l'époque, on savait moins de choses. Mais je pense qu'une personne comme M. Pinjon, à l'époque, par sa finesse, par sa façon d'apaiser les choses, a réussi à calmer la situation. Et après, à l'époque, M. Fortin est arrivé. M. Fortin est quelqu'un aussi de très sensé, très calme. Et voilà, il n'y avait pas d'animosité. Parce que, par contre, là, je sens qu'aujourd'hui, là, c'est plus dangereux. Il y avait moins d'argent aussi. Moins d'argent que ce qui se passe aujourd'hui. Mais là, franchement, forcément que je suis l'actualité du stade du SMC, que ça m'inquiète, mais j'espère que ces personnes-là vont tous se mettre dans la même ligne directrice et qu'une envie, c'est que le Stade Malherbe soit stable. Parce que le Stade Malherbe est d'une instabilité depuis 2 ans, où ils ont quitté la Ligue 1, ils ont perdu des fonds propres, ils ont perdu de la valeur marchande. Donc aujourd'hui, stop, allez les gars, on y va tous ensemble, faites-nous rêver et remettez le Stade Malherbe en ordre de marche, c'est tout ce qu'on a envie. Voilà. C'est ça l'idée, Mathieu Billot. On en est arrivé là aujourd'hui quand le coach Gallon parle de croiser des chemins. On est dans cette troisième crise. On est à l'heure où il faut retrouver urgemment une forme de stabilité. Oui, on l'a toujours dit depuis 2 ans, avec tout ce qui s'est passé, forcément, ça permet pas une sérénité au niveau du club. Maintenant, le club doit trouver le modèle qui doit l'accompagner pour les prochaines années, peut-être pour les 10-20 prochaines années. Mais ça peut prendre du temps au niveau sportif. Il faudra peut-être être un peu patient. C'est bien ça dont il faut être conscient aussi. Il faut être clair. La saison prochaine, le Stade Malherbe de Caen ne jouera pas la moindre montée qui soit. Il faut être clair. Sauf s'il y a un projet avec des moyens colossaux à l'échelle de la Ligue 2 qui arrive. Il faudra aller à une vitesse folle, Mathieu. On est à 36 joueurs. Les 36 joueurs aujourd'hui sont incapables de jouer la montée. Il faut être honnête aussi. Il va falloir s'en délester de 10, comme le disait coach. Ce sont, à mon avis, les 10 meilleurs, ou en tout cas ceux qui sont censés l'être, qui vont disparaître de la grille. Le temps de recruter dans un mercato qui s'annonce assez famélique. Voilà, on peut légitimement penser qu'il y a déjà une croix de fête sur la saison prochaine, coach. Ouais, mais Sylvain, sur le nombre de professionnels qu'il y a aujourd'hui, déjà, il y a 5 gardiens, 6 gardiens. Donc, il y en a 1 ou 2 qui vont partir. Donc, faut pas dire qu'il y a 36 joueurs potentiellement capables de faire une saison. Sous contrat. Donc, c'est pas la même chose. Mathieu, tout à l'heure, disait qu'un contrat d'un joueur confirmé et un néo-pro, moi, pour en avoir eu l'année dernière 2 à Granville, je connais leur salaire. C'est pas ça aujourd'hui qui va venir grossir énormément la masse salariale du club. À mon avis, il n'est pas là le problème. Non, mais ce sont les gros salaires. Les gros salaires, eux, qui sont censés être les joueurs leaders, eux, faut s'en séparer. Malheureusement, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des coups à faire. Le Stade Malherbe, malgré tout, la situation, le Stade Malherbe dégage quand même une belle image dans le football. C'est une belle ville, un beau stade.
un club qui a connu la Ligue 1, des infrastructures intéressantes. C'est un club qui a la cote quand même. Maintenant, il ne va pas avoir la cote auprès de quel joueur? Les top joueurs, ceux qui vont avoir plusieurs situations ou plusieurs possibilités, on va dire. Mais il y a plein de joueurs, je peux vous assurer que vous faites le tour dans le monde du football pro, jouer à Caen, c'est un honneur. Donc c'est ça qu'il faut retrouver. Il faut aussi des joueurs qui ont envie de... Il ne faut pas prendre des joueurs par défaut. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu aussi des problèmes? C'est qu'on a pris des joueurs par défaut ces dernières années et qui ont coûté de l'argent au club. Donc ça, stop. Il faut des joueurs qui soient fiers. Moi, j'ai pu avoir, et ça tu le sais Sylvain, à un moment il y a 2 ans, un accrochage avec un des joueurs. Faut être fier de porter le maillot du Stade Malherbe. C'est une fierté. Et moi, je vois des choses des fois où on a l'impression qu'ils sont là parce qu'ils ont un beau salaire. Mais il faut être fier de porter le maillot rouge et bleu. Il faut être fier de porter les couleurs de sa ville. Et ça, il faut qu'on s'attache aussi aux valeurs humaines. Et je pense que ces derniers temps, on s'est moins attaché à ça. Et après, la qualité, on va en trouver. Mais par contre, ça va mettre du temps, ça c'est sûr. Ça va prendre du temps, cette affaire Stade Malherbe de Caen et Ligue 2. On aura encore du pain sur la planche et de quoi parler. Seconde partie de cette émission, messieurs. Le foot fédéral à présent et une partie très fournie ce matin avec une question. Le mercato des clubs de niveau national en Normandie, clairement, mis à part le FC Rouen, tout le reste, c'est position extrêmement lente, notamment chez vous, coach Gallon, du côté de l'US Grandville. Moi, j'ai juste une question extrêmement simple. On parle depuis des semaines d'un changement de mouture, d'un changement de psychologie chez les joueurs, chez les clubs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste utopique? Est-ce que les joueurs, coach Gallon, ont vraiment changé depuis la crise du Covid? Avant de parler des joueurs, tous les médias m'appellent en ce moment et je ne réponds à personne. Parce que on a envie tous aujourd'hui de savoir ce qui se passe à Grandville, de taper dessus, qu'est-ce qui se passe. C'est la première fois que je vais en parler et encore, je ne vais pas rentrer dans les détails. Est-ce qu'il y a un problème Covid? Oui, il y a un problème Covid. Le problème Covid, il se passe au niveau des clubs, il se passe au niveau des joueurs, il se passe au niveau des entraîneurs. Ça, c'est indéniable. Il n'y a aucun club en France qui ne va pas être touché. Ça, voilà. À part certains qui ont su faire des contrats de 2 ans à leurs partenaires et qui ont déjà touché la 2e année, le reste, tout le monde va être touché. Est-ce que les petites villes comme Grandville sont plus touchées que des villes comme Chartres, avec beaucoup plus d'habitants, ou Rouen? Oui, parce que la collectivité est moins forte et l'intercommunalité est moins forte. Maintenant, concernant les joueurs, quand nous, on reçoit nos joueurs aujourd'hui, vous pouvez vous imaginer forcément qu'on leur propose une baisse de salaire. Ils ne sont pas d'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils cherchent, c'est à partir. Donc, ils partent, ils essayent de trouver des salaires au moins identiques. Et je pense que nous, à Grandville, on a eu la chance, avec la Coupe de France, de mettre certains joueurs en lumière. Donc, ils arrivent à trouver des projets. Mais nous, aujourd'hui, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne va pas garder des joueurs pour garder des joueurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de recruter? C'est que les joueurs pensent toujours, comme moi, les contacts que j'ai avec tous les joueurs, pensent toujours qu'ils vont avoir les mêmes salaires. Mais qu'est-ce qui va se passer à la fin? Il va y avoir un gros problème énorme, c'est qu'il va y avoir un tas de joueurs sur le marché qui ne vont pas trouver, et on va se retrouver avec un tas de joueurs au chômage. Et à partir de ce moment-là, ils vont accepter des propositions qui sont moins élevées que ce qu'ils attendaient. Mais oui, en effet, il y a un gros problème. Et nous, on est impactés, on est les premiers impactés. Je pense que dans les régions, on a un des clubs les plus impactés parce qu'on a 180 partenaires. Donc, dans les 180 partenaires, vous pouvez vous imaginer, quand les entreprises sont fermées depuis 2 mois, qu'est-ce qui se passe? C'est plus compliqué de continuer l'aventure. Mais je peux vous assurer qu'on va trouver des solutions. On travaille. Et me concernant, moi, le premier, j'ai été très abattu de la situation. Parce que quand vous êtes dans un projet comme à Grandville depuis 7 ans, vous avez gravi échelon après échelon, vous avez travaillé pour un jour aller plus haut et qu'en 2 mois, il y a plein de choses qui se remettent en cause, c'est compliqué à accepter. Mais par contre, je vous le dis, je le dirai aussi aux autres médias, je me suis donné le défi que malgré la crise, on sera compétitif. Jérôme Bouchacourt, quand vous entendez un discours d'entraîneur comme ça, vous avez, vous, la vue avec votre site Foot Amateur sur l'ensemble de la France. Quand Johan Gallon dit « les joueurs ne se sont pas encore aperçus de ce qu'était cette nouvelle réalité », est-ce que vous le sentez aussi, vous, au quotidien? Oui, tout à fait. Johan a entièrement raison. C'est quelque chose qu'on perçoit dans le discours des joueurs déjà. Quand on discute avec des joueurs qui veulent changer de club, ou même en discutant avec les entraîneurs, on se rend compte que les prétentions ne baissent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un joueur de N2
Un joueur qui a 150 matchs en N2, qui joue depuis plusieurs saisons, ne va pas demander autre chose que ce qu'il avait jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être ça aussi qui risque de changer avec la crise sanitaire qu'on a connue. Mais on l'a bien compris, ça va changer, Jérôme. Comment se fait-il que les joueurs et leurs représentants n'ont pas encore intégré ça? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'on aura toujours des clubs, et là aussi je rejoins Joanne, on prenait l'exemple de Rouen, mais des clubs comme Vannes, comme Chartres, qui sont des anciens clubs pro, ou peut-être pas Chartres, mais qui ont quand même des surfaces financières importantes, Fréjus Saint-Raphaël, etc. Et eux vont continuer à proposer des contrats fédéraux à 35 heures, donc il y aura toujours un public. Maintenant, sur les top joueurs de N2, il n'y aura pas de souci. Sur des joueurs qui avaient des contrats fédéraux à mi-temps ou qui n'avaient pas de contrats fédéraux, ça va poser beaucoup plus de problèmes. Et ces joueurs-là risquent de rester sur le carreau ou alors de changer de mentalité. Ça, c'est une certitude. Et changer de mentalité pour pouvoir continuer à jouer au foot, finalement. C'est ça l'idée. Enfin, de faire du foot son métier, son gagne-pain. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et pour discuter, prendre un exemple qui n'est pas très loin, les Voltigeurs Châteaubriand qui remontent en N2, Papillet, l'entraîneur, a été très clair, il y aura 0 contrat fédéral l'an prochain. Il propose du boulot, il y a forcément des petits fixes, des primes, etc. Mais contrat fédéral, et je pense que Johan sera d'accord, ça coûte quand même très cher, quoi. Alors, Coach Gallon, un mot là-dessus sur les contrats fédéraux et le boulot. On entend parler des contrats fédéraux, mais les contrats fédéraux, on est autant chargé qu'un contrat de joueur amateur ou qu'un contrat éducateur. Les charges sociales patronales sont exactement les mêmes. La seule chose qui peut différencier, c'est si vous prenez un joueur qui était pro, parce qu'il y a 3 cas dans les contrats fédéraux. Il y a le cas numéro 1, c'est le joueur qui était pro la saison d'avant. Le cas numéro 2, c'est un joueur qui a été pro déjà dans sa carrière. Et le cas numéro 3, c'est le joueur qui n'a jamais été pro. Donc forcément, après, ça se passe avec un nombre de points. Donc le joueur qui a été pro l'année avant, c'est tant de points. Et le point a une valeur aujourd'hui de 14,70 € ou 80, bref. Donc il y a un calcul. Donc c'est là que la différence. C'est quand vous voulez aller chercher un joueur qui a été pro au moins une fois ou ancien pro, il y a un niveau de rémunération minimum. C'est ça qui bloque. Mais après, sinon, le contrat fédéral, il est chargé comme un contrat éducateur. Mais par contre, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Moi, je le vois dans mon club. Nous, on est un club sain. Tout est déclaré. C'est-à-dire, le joueur qui vient signer chez nous, il n'y a pas de frais kilométriques donnés, il n'y a pas voilà. Mais qu'est-ce qui se passe dans des clubs? Et je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir peut-être que je sais pas, l'État ou quoi que ce soit mette un peu le nez dedans quand même, parce qu'il y a des clubs aujourd'hui qui arrivent à donner des frais kilométriques à hauteur de 1 000 € à des joueurs qui habitent à 5 km de leur stade. Comment on fait? On fait un grand détour. On fait un grand détour, Jérôme, non, c'est ça? Non, mais ça, Johan a entièrement raison, et il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. C'est que moi, j'ai discuté avec un joueur de N2 il n'y a pas longtemps, et ce joueur de N2 habitait à 500 mètres du stade et touchait 1 500 € d'indemnité kilométrique par mois. Et ça, c'est tout juste honteux. Et ces pratiques-là, de toute façon, vont disparaître petit à petit. Ça sera plus possible. Non, mais je suis d'accord avec toi, Jérôme, mais ils vont disparaître. Mais pour la saison en cours qu'on est en difficulté, ces clubs-là, ils vont quand même pouvoir être ambitieux dans le championnat. Oui, ça c'est une frustration énorme. Ça, je suis d'accord. Et encore, mais je pense qu'un jour, il va falloir mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Il y a l'histoire des frais kilométriques. Donc ça, c'est une chose. Il y a des emplois fictifs. Ça, c'est encore autre chose. Il y a des logements payés à des joueurs. Ça rentre même pas en frais réels. Au bout d'un moment, il faut dire stop. On n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Et nous, pourquoi on est en difficulté aujourd'hui? C'est que nous, on est dans les clous. Et nous, on est réglo. Hier, j'étais en contact avec un joueur, que je ne citerai pas, qui joue dans un club avec un petit budget. Et le joueur me dit, je gagne 2 200 € net par mois. Non, mais tout à fait, tout à fait. Alors, je lui dis, c'est quoi ton salaire? Eh bien, j'ai que 800 € de déclarés. Donc voilà, c'est tout. Et moi, ce joueur-là, je vais vous dire ce qui est en train de se passer chez nous à Granville aujourd'hui, c'est qu'on baisse la masse salariale, on va proposer des contrats fédéraux parce qu'on a un problème d'arbitrage, pour tout dire, et on va essayer pour certains joueurs
j'ai de la chance, ce joueur à 2002, je lui propose un contrat, moi, largement inférieur, mais je lui propose de travailler à côté. Et bien, ce joueur a envie d'accepter parce que le challenge de Granville. Donc ça fait plaisir. Mathieu Billot, on est dans une structuration là aujourd'hui où en Normandie, on connaît des cas comme Granville, on a peu d'équipes de National 2, mais on a l'impression que ces cas-là vont se répercuter selon le niveau, à échelle finalement, que les joueurs n'ont toujours pas compris, quel que soit le niveau en fait. Après, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande. Si le joueur, il arrive, en même temps, moi, je lui en veux pas, le joueur. S'il arrive, il dit, tiens, je touchais 2000 l'année dernière, je veux 2000 cette année. S'il y a un club qui est prêt à lui donner, il va dire, pourquoi je me priverais de dire... le joueur. Évidemment. Mais par contre, si le 15 août, il arrive, il dit, je veux 2000 et qu'il n'y a aucun club qui est en mesure de lui donner, il va dire, c'est pas possible. Donc, il va réduire. Donc, le problème, c'est le temps. Et est-ce que les clubs ont le temps nécessaire d'attendre que les joueurs baissent leurs prétentions? Donc, tu as raison, les championnats qui vont être un peu repoussés. Mais Mathieu, tu as raison. Nous, comment on arrive à faire des coups? C'est que des fois, on prévoit un budget qu'on attend le dernier moment. Parce qu'il y a des joueurs qui, en juin, sont inaccessibles, en juillet, sont inaccessibles. Au mois d'août, ils commencent à discuter. Et puis, fin août, tu arrives à les faire venir. Donc, forcément que le mercato sera différent. Il va falloir flairer les bons coups. Et il faudra peut-être un peu plus patient. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On essaie de trouver des joueurs un peu plus régionaux. Parce que la masse salariale baisse. Tu as un joueur dans la région qui est parti, qui, moi, m'intéressait. Impossible de lutter. Voilà, donc on est toujours dans l'offre et la demande. Et il y a des clubs qui ont un pouvoir économique qui, aujourd'hui, j'ai l'impression que le Covid ne leur a pas fait grand-chose. Donc le foot nouveau, c'est pas forcément pour aujourd'hui. Fin de cette deuxième partie, on attaque la dernière partie de cette émission. On va descendre d'un étage du côté de la Ligue de Normandie. Hier soir, mercredi 3 juin, comité directeur de la Ligue de Basse-Normandie, lapsus très révélateur, et Jérôme, vous seriez déjà comme Mathieu d'ailleurs, parce que il y a de plus en plus dans cette Ligue de Normandie une énorme lutte entre les bas normands et les hauts normands. On y vient avec, pour ouvrir cette partie foot régionale, bien le cas des groupes à 13 ou à 14, ça y est, c'est statué. Alors Mathieu Billot, je vous voyais sur les réseaux sociaux du foot normand ce matin dire beaucoup de bruit pour pas grand-chose, les groupes seront à 13. Franchement, pour une fois, j'étais pas trop de votre avis. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de bruit pour un vrai quelque chose. Parce qu'il n'y a pas eu ce que la décision laissait penser depuis une semaine. C'est-à-dire que la Ligue a dit non, pas de groupe à 13. Votre avis sur ça? Non, moi je dis beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Alors, je suis extérieur, je suis pas président de club ni membre de la Ligue, donc j'ai pas tous les coulisses. Mais moi, je comprends pas trop tout ce pataquès. Il y a un comité directeur qui était composé à l'origine de 19 membres. Il y a une question qui se pose. Il y a un vote. On vote pour, on vote contre. La majorité l'emporte. Fin de la discussion. Et si même ça dépasse vraiment le cadre du comité directeur, je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être en mesure de procéder à des votes électroniques au niveau des clubs. Je trouve que ça prend des proportions et je suis le premier à entretenir le truc en faisant des sujets à ce sujet-là. Ça prend des proportions mais énormes. On a l'impression que ça paraît fou quand on regarde les actualités 5 minutes à côté, mais vous vous demandez où vous êtes, quoi. Je comprends pas trop tout ça, les jeux de pouvoir. Vous parliez la basse, la haute et tout. Le gros problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, la Normandie, elle n'a pas fait la transition vers une ligue unie. Ça va peut-être prendre encore quelques années, je sais pas. Il est là le problème, parce que les hauts accusent les bas de je sais pas quoi, de mettre la ligue. Et si demain c'est la haute qui a la ligue, ce sera les mêmes accusations de l'autre côté. C'est un peu. Jérôme Bouchacourt, on est là-dedans. Très clairement, on est là-dedans. Vous avez la vue sur l'ensemble des ligues en France. Est-ce qu'on est là-dedans chez nous en Normandie? Oui, tout à fait. Moi, je le vois depuis 3-4 ans maintenant, depuis la fusion des ligues. Il y a certaines ligues, alors la Normandie, ça s'est pas vu tout de suite, mais il y a des ligues comme Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, où on voit très clairement la différence entre les anciennes ligues. L'exemple de l'Occitanie est quand même terrible parce qu'ils ont gardé leur championnat d'avant fusion. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de championnat unifié. Donc c'est tout juste hallucinant. Aujourd'hui, en Normandie, on a une partie bas normande qui a, on va dire, un peu pris le pouvoir. Et pour avoir vu la lettre de démission de Lionel Chandelier, d'avoir eu
François Sportello au téléphone, les deux membres démissionnaires du comité de direction. C'est typiquement le discours qu'ils tiennent aujourd'hui. Jean Boquet, qui était membre de la commission de gestion des compétitions, le même dans sa lettre de démission. C'est-à-dire que pour lui, c'est la Haute-Normandie, entre guillemets, a été complètement balayée de la Ligue et ne prend plus de décision. Voilà. Pour lui, c'est vraiment une prise de pouvoir de l'ex-Basse-Normandie. Alors, dans les lettres que vous avez citées de ces démissionnaires qui pourraient être rejoints dans les prochaines semaines, pourquoi pas par d'autres, en tout cas, ces démissionnaires ne voulaient pas des championnats à 14 et hier, le comité directeur de Ligue leur a donné raison et à l'unanimité, ce vote des championnats à 13 a été officialisé et ça donne que Villers-Houlgate, le club le plus médiatique et médiatisé dans cette éventualité des groupes à 14, pour le moment reste en Régional 2, puisqu'il a terminé meilleur deuxième des 4 groupes de cette Régional 2. Mais on n'en a pas fini des affaires, très loin de là. Et là, je me tourne vers vous, Jérôme, parce que le Mesnil-Esnard, qui était en réclamation auprès de la Fédération française de football, a été débouté. Ça veut dire que le Mesnil-Esnard ne peut plus espérer accéder à la Nationale 3 cette fois ? Alors, ça paraît compliqué. Alors, c'est un dossier qui est très complexe. Tout simplement parce que la Ligue de Normandie… Essayez de le simplifier au maximum. Voilà, ouais. C'est la mission. En gros, la Ligue de Normandie a changé ses règlements le 15 mai, au comité de direction du 15 mai. Mais bon, c'est assez complexe, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Concernant Mesnil-Esnard, Romain Ferré, le président, ira jusqu'au bout. Ça, c'est une certitude. C'est un club qui, normalement, devrait être deuxième de son groupe et pas troisième. Ce qui veut dire que serait troisième et meilleur troisième devant Dives Cabourg. Donc, Dives Cabourg ne devrait pas monter. C'est assez particulier. Maintenant, c'est une interprétation qu'apparemment tout le monde ne fait pas, et notamment pas la Ligue de Normandie. Voilà. Mais concernant Mesnil-Esnard, maintenant, c'est le CNOSF. C'est ça le problème. C'est que c'est le CNOSF. Le CNOSF, on le voit depuis le début des recours, il y a à peu près un mois, c'est mort. Le CNOSF ne prendra pas parti pour un club contre la Fédé. Donc, ça sera le tribunal administratif de Paris. Et alors, après, on va dire, c'est au petit bonheur de la chance, quoi. Ouais, c'est encore de nombreuses procédures à venir. Autre procédure qui nous intéresse parce qu'elle impactera probablement directement la composition des championnats, de la Nationale 3, j'ai presque envie de dire jusqu'à la Régionale 3, donc ça impacte quand même énormément de clubs dans cette région Normandie. C'est celle qui concerne l'AS Cherbourg Football en matière de contrôle de gestion. Ne riez pas, s'il vous plaît, déjà, Jérôme Bouchacourt. Je vais vous interroger tous les deux, Mathieu Billot et Jérôme. On a tous eu, parce que c'est un fait, le président de l'AS Cherbourg hier au téléphone, Gérard Goël, puisque ce dernier a déposé ses éléments de dossier de contrôle de gestion mardi soir du côté de la Ligue de Normandie. Les premiers éléments ont été étudiés. Il y a convocation le 10 juin. Où en est-on de cette affaire ? Allez, je commence avec vous, Jérôme. Où en est-on ? L'AS Cherbourg va-t-elle avoir présenté les éléments suffisamment convaincants ou pas ? Moi, Gérard Goël ne me parle pas, donc il vous parle à vous tous, Mathieu. Oui, mais pas à vous. C'est vrai. Moi, il ne me parle pas. Non, les éléments, après, les éléments factuels, c'est ceux qu'on a tous. Il y a un déficit. On a un président qui attend depuis un an, juin 2019, des fonds japonais qui transitent par l'Afrique et dont personne n'a jamais vu la couleur. Donc, il s'appuie encore là-dessus. Il s'appuie sur des subventions municipales de la mairie qui n'arriveront pas, parce que moi, j'avais eu Franck Tison, l'adjoint au sport de Cherbourg, qui m'avait clairement fait comprendre que c'était du flan et qu'il n'y aurait ni subvention pour les féminines, ni dans le cadre de la subvention exceptionnelle Covid. Donc, c'est à la Ligue de Normandie de décider. Maintenant, s'il y a un déficit, c'est rétrogradation, et comme c'est le cas pour tous les clubs qui ont un gros déficit. Point. Mathieu Billot, on a l'impression entre les affaires de Ligue, le Mesnil-Esnard et l'AS Cherbourg ici, qu'on est très loin d'en avoir fini quand même avec la constitution des championnats, quand bien même les groupes vont paraître dans quelques heures maintenant. Ah oui, non, je pense que oui, effectivement, pour la question de Cherbourg, parce qu'il y a, s'il y a une décision défavorable
contre l'AS Cherbourg. On peut imaginer que ces dirigeants fassent appel, donc ça prolonge encore la procédure. Donc oui, ça risque d'être assez long pour la question de Cherbourg. Pour le mini-Lénard, après, je ne sais pas si la justice civile est en mesure de casser, parce qu'on sait souvent que le temps de la procédure est long, même si visiblement les premières procédures devant les tribunaux administratifs sont assez rapides. Non, mais ça va prendre encore quelques semaines. Et enfin, la question de l'AS Cherbourg s'était déjà posée, je crois, il y a quelques années. Hein, c'était en 2013. En 2013, voilà. l'AS Cherbourg avait été relégué de National 1 à l'époque jusqu'en Régional 2. Aujourd'hui, il est clair que s'il arrive un problème d'ordre administratif, que la commission régionale de gestion puis la DNCG en appel confirme qu'il y a effectivement des problèmes de gestion à Cherbourg, on est quand même sur une espèce de jeu totalement rebattu en région, parce que ça impactera à la fois la National 3, puisque pour du coup, il pourrait y avoir une équipe maintenue en plus. Ça impacterait la Régionale 1, parce qu'on ne l'oublie pas, la réserve de Cherbourg est en position officiellement et sportivement de monter dans cette Régionale 1. Ça impactera par là même la Régionale 2, voire même la Régionale 3, qui pourrait, parce que c'est une éventualité réglementaire, être la division où tomberait éventuellement l'AS Cherbourg en cas de problème. Donc on est quand même dans un problème qui va durer encore plusieurs semaines et qui impacte beaucoup de clubs, messieurs. Mathieu. Ça impacte certains clubs, ceux qui peuvent être éventuellement repêchés en cas de oui, mais ça impacte tous les autres aussi. Aujourd'hui, on le voit, il y a des clubs qui ne seront peut-être pas dans la même division que ceux qui sont là, et ça décalera tous les groupes. Oui, alors après, mais eux, maintenant, ils n'ont plus la main sur ce dossier-là. Ils sont tributaires, puis en plus, c'est un peu malsain parce qu'ils sont tributaires du malheur des autres. Alors bon, je ne pense pas qu'on peut se réjouir qu'un club ait des difficultés financières, quelles qu'ils soient. Donc forcément, c'est compliqué. Si vous êtes repêché, si le 15 septembre, peut-être pas 15 septembre, mais le 15 août, vous êtes repêché en N3 ou promu en R1, forcément que ça change un peu les choses. Maintenant, on dépasse vraiment le cadre du terrain. Enfin, personne n'a la main sur ce dossier-là. Il y a des procédures qui sont en cours. Il y aura forcément des appels si c'est contre l'AS Cherbourg. Voilà, le système est fait comme ça. Donc, maintenant, soit il faut l'accepter et être patient, ou soit il faut changer le système. Changer le système, c'est une idée, Jérôme Bouchacourt, pour finir ça ? Changer Ou est-ce qu'il est bien fait, ce système, justement ? Est-ce qu'il est bien fait ? Oui et non. Le problème, c'est que depuis la réforme des championnats nationaux, c'est des commissions de ligue qui gèrent les clubs de National 3. Notamment, c'est plus la DNCG nationale. Donc, moi, je trouve, en regardant un petit peu ce qui se passe de partout, c'est qu'il n'y a pas d'uniformité des décisions. Johan, le club passe devant la DNCG depuis des années. Je pense que sur les clubs de National et N2, il y a des décisions sont assez uniformes. En National 3, qu'on soit en Normandie, en Hauts-de-France, en Occitanie, en Méditerranée, c'est une commission régionale. Donc, pour moi, il n'y a pas cette uniformité qui devrait y avoir, alors qu'on est dans un niveau national et la Fédé devrait reprendre la main complètement sur le National 3. Oui, John. Je suis d'accord avec toi parce que quand vous passez devant la DNCG, quand on a dit c'est l'arbitre financier, c'est l'arbitre financier. Attention, personne ne vous connaît, il n'y a pas de passe-droit, c'est pour tout le monde pareil, et puis vous avez intérêt d'être dans les clous et puis de respecter vos engagements. Après, quand on passe au niveau ligue, donc au niveau de la N3, si vous connaissez bien un tel ou un tel ou un tel, suivant la ligue où vous êtes, votre budget peut arriver à passer. C'est ça que tu veux dire. Mais c'est clairement ça. C'est la réalité. C'est comme pourquoi aujourd'hui on a des problèmes avec la R1 chez nous, de savoir qui monte pas le troisième, le meilleur deuxième. Mais si, le règlement, pourquoi il n'est pas pareil dans toutes les R1 de France ? Faut arrêter. Normalement, il l'est. Normalement, il est. C'est son application qui pose problème. Vous savez quoi, messieurs ? On a encore des semaines à pouvoir en parler de tout ça parce que j'ai l'impression, comme le disait Mathieu Billot, qu'on n'est pas quitte d'avoir tous ces soucis à Cherbourg, Villers-Roule, Gâtes-Ménil-Lénard, Grand-Quevilly. On aura de quoi dire dans les prochaines semaines. En tout cas, merci à vous trois, messieurs. Merci à toi, coach Gallon, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Jérôme Bouchacourt, du foot amateur. Et merci à toi également, Mathieu Billot, du foot normand. On se donne rendez-vous, dès mardi, parce qu'effectivement,
évidemment, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le foot en Normandie. Le Stade Malherbe de Caen aura déposé son budget prévisionnel au sein de la Direction nationale du contrôle de gestion. Il y aura forcément des appels connus de part et d'autre en Ligue de Normandie. On se dit excellente semaine à toutes sur les terrains partout dans notre région et à la semaine prochaine pour un nouveau Club Foot. Salut!